Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí a estas horas terribles, ¿no? Después de comer, con lo cual demuestra vuestra fidelidad a este proyecto, a seguir compartiendo juntos estos momentos, ¿no? Para quien conoce bien este proyecto, ¿no? Como sabéis, las Trobades y Premis Mediterráneos Albert Camus lo que quieren ser, como explicaba esta mañana, aparte de ser esa plataforma de las voces actuales, es también efectivamente reivindicar el pensamiento de Albert Camus, pero sobre todo su trascendencia hoy en día, ¿no? En ese constante diálogo con la actualidad. Queremos compartir el legado de Albert Camus y comprender su dimensión, sin duda, revolucionariamente humana, ¿no? Y por eso esta tarde se articula en torno a dos actos que para mí van exactamente en la misma dirección, ¿no? Por un lado, he pedido a Anne Proutot, Anne, que es la actual presidenta de la Sociedad de Estudios Camusianos, que para quien ya ha estado en las Trobades pues ya conoce, ¿no? Porque ha sido también ya en 2020 miembro de nuestro Premi y también el año pasado ha sido ponente también. Y le he pedido a Anne, como evidentemente como especialista de la obra y de la vida de Albert Camus, que reflexione sobre esa frase que es nuestro protagonista, ¿no? Esa frase que dice vivir es no resignarse. Y le he pedido que nos des una reflexión en torno a qué significa esa frase para Camus y cómo puede resonar en nuestra actualidad, porque también consideraba que era una manera perfecta de poder adentrarnos luego en lo que es el documental que os vamos a ofrecer, las vidas de Albert Camus, y conocer justamente esa multiplicidad de vidas de este personaje que es ese faro, ese guía, ¿no? que el protagonista de alguna manera de estas trovadas, y que en este documental que bueno, vais a descubrir es realmente una verdadera, para mí, joya, ¿no? A nivel documental, por el tipo de archivo que permite, que nos ofrece, que fue construido, que salió justo en 2020, cuando se cumplían los 60 años de la muerte de Albert Camus, y en los cuales, bueno, también hay una serie de entrevistas, entre las cuales pues está, por supuesto, Catherine, que luego, bueno, os iré contando un poco más. Os dejo con Anne Proutot, para que nos diga un poco más en esta frase que al mismo tiempo yo creo que resuena mucho, ¿no? en nuestra actualidad, y que seguro que ella nos va a dar muchas claves sobre lo que puede significar para todos nosotros hoy en día. Muchas gracias. Bonjour, bonjour à chacun. D'abord, je voudrais dire combien je suis heureuse d'être à Minorque, de revenir à Minorque, et comment je suis vraiment attachée et que je m'attache de plus en plus à ces Trobades Camus, que je trouve que c'est une intuition magnifique et qu'il y a énormément de sincérité, d'enthousiasme, de créativité vraiment dans ces rencontres. Et je sens que c'est vraiment aujourd'hui dans le paysage un mode, un lieu privilégié vraiment pour faire rayonner la pensée camusienne. Alors je suis vraiment heureuse et je vous remercie beaucoup de cette invitation. Alors merci beaucoup à Sandra, à toute l'équipe et à chacun. Alors, c'est vraiment une belle commande, cette phrase, puisque c'est toi, Sandra, qui m'a dit « Tiens, est-ce que tu veux bien parler de vivre, c'est ne pas se résigner ?» Et j'ai trouvé vraiment que c'était un très beau sujet. Alors, déjà, je voudrais dire que le contexte où cette phrase a été écrite est très intéressant, puisque cette phrase, elle a été écrite dans les essais de jeunesse qui s'appellent « Noces », qui sont parus en 1939. C'est un texte où il est question de plusieurs villes algériennes et aussi d'une ville italienne. Et c'est un très beau titre, Noces, noces, mariage. C'est vraiment un jour de rencontre charnelle avec le monde. Et on découvre dans ces essais de jeunesse un Camus très lyrique, très ardent, à travers un narrateur qui exprime ses sentiments
et qui est déjà conscient de l'envers et de l'endroit, hein, on pourrait dire d'une double expérience du monde, à la fois l'amour de vivre et à la fois le désespoir de vivre. Et dans Nos, il est vraiment question des forces éclatantes d'un jeune homme, de l'amour de la terre et de l'amour des êtres. Et la phrase complète est la suivante. Je vous l'ai dit, car l'espoir, au contraire de ce qu'on croit, équivaut à la résignation. Et vivre, c'est ne pas se résigner. L'espoir, qui en général a une connotation positive, eh bien, pour Camus, ça pourrait être une tentation de se décharger, une tentation de se dérober à notre vie présente. Et pour Camus, comme nous allons le voir, la vie, c'est de s'engager ici et maintenant. Donc cette belle citation va être notre boussole dans le petit cheminement que je vous propose cet après-midi. Donc je rappellerai tout d'abord que ce vivre est forcément corrélé à un présent qui est vraiment la marque de fabrique de Camus. Mais qu'est-ce que vivre pour l'écrivain ? On y répondra dans un second temps en puisant notamment des indications dans ce très beau texte de jeunesse, Nos, à la lumière tellement semblable à celle de Minorque. Enfin, on s'attardera bien sûr à cette non-résignation qui nous rappelle bien sûr le sentiment de révolte, de combat et surtout qui ouvre le champ au collectif, au solidaire, hein. Ne pas se résigner, certes pour soi, mais surtout pour l'autre. Alors Camus, d'abord, c'est un homme du présent. Ne pas se résigner, c'est d'abord, comme il le dit, ne pas se dérober à l'implacable grandeur de notre vie. Et le sens du présent, il se déploie abondamment dans ce texte de jeunesse. Vous savez que Camus est né en Algérie et un continent dont on dit que le mot avenir n'a pas de sens, hein. Camus l'écrit, ce pays est sans leçon. Il ne promet ni ne fait entrevoir, mais il se contente de donner, mais à profusion. Et ce rapport au présent chez les Algérois, donc les compagnons d'enfance de Camus, ça ne découle pas d'une conception théorique, d'une philosophie de vie très élaborée, mais c'est une seconde nature. Donc ces compagnons, dont il fait d'ailleurs une étude presque sociologique dans Nos, eh bien, comme il dit, ils n'ont ni le sens du péché, ni le sens de l'éternité. Ils ne connaissent que le présent, une joie de vivre sans avenir. Ils n'ont pas beaucoup de biens matériels, pas beaucoup de richesses, mais ils vivent au contact permanent de cette nature. Et Camus écrit « ce peuple tout entier jeté dans son présent ». Donc je crois que ce pays de naissance, il a pu induire déjà ce rapport au temps. Et puis aussi, bien sûr, la tuberculose, hein, cette maladie mortelle à l'époque, découverte alors qu'il a que 17 ans et qui va avoir un très fort retentissement dans sa vie. Hein, jusqu'à l'âge de 30 ans, il va être victime de plusieurs attaques de tuberculose qui vont l'obliger à interrompre ses études. Il aurait voulu être professeur, il ne pourra pas passer l'agrégation, à interrompre le football. Et on sait que tout au long de son existence, Camus va devoir vivre avec ce corps malade diminué qui l'obligera, et on le voit bien dans les carnets, régulièrement à des longs moments d'arrêt. Donc pour ce jeune homme qui jusqu'à présent ne connaissait dans son Algérie natale que la force éclatante de la jeunesse, les baignades, les parties de foot, c'est la fêlure, c'est la découverte de l'envers du décor. Hein. C'est vraiment la prise de conscience de l'absurde que demain, et un demain qui est peut-être demain, sera peut-être synonyme de mort. Et on voit bien aussi dans Nos cet écrivain de 26 ans qui est dépouillé de toutes ses certitudes, qui fait face à l'éventualité de la mort. Et cette épée de Damoclès, moi je pense aussi qu'elle renforce son ardeur à vivre maintenant. Et il multiplie les remarques en ce sens. Hein. Ne pas se résigner, c'est refuser tous les plus tard du monde pour ne pas renoncer à sa richesse présente. Ou alors il parle du fait de se jeter dans ce présent, finalement le seul temps qui nous appartienne vraiment. Et je dois dire que ce sens du présent n'abandonnera jamais Camus, et il le guidera même dans ses combats futurs. Il s'agira toujours pour lui de ne pas se laisser aveugler par les idéologies qui vantent les lendemains qui chantent. Aucune injustice présente ne pourra, à ses yeux, légitimer une justice future. Et dans L'homme révolté, il va consacrer de très belles pages, et on l'entendait, je crois, ce matin par l'intermédiaire de Judith, à la vraie générosité envers l'avenir qui consiste à tout donner au présent. Donc c'est la première chose que je voulais dire cet après-midi, cette non-résignation, elle prend son sens dès maintenant, dès aujourd'hui pour Camus. Alors Camus, homme du présent, et
deuxièmement, je voudrais dire Camus, grand vivant. Hein. Quand Camus parle de la vie, ce n'est pas d'abord d'ordre intellectuel, mais sensuel. Et Camus a très bien exprimé dans Nos comment cette vie, elle passe par le corps. Et c'est pour ça que moi, on ne le voit pas là, mais j'adore cette photo que vous avez choisie de Camus, hein, qui lève la jambe. Je crois qu'il est sur l'île Saint-Honorat. Oui, cette photo d'un Camus en mouvement, hein, où son corps vit. Et il faut relire ces pages, justement, où la personnalité de Camus s'exprime et dévoile ce que ça veut dire être présent au monde. Il s'agit, écrit-il, d'ouvrir les yeux et le cœur à la grandeur du monde. Et tous les sens y passent. Hein. La mer d'argent, donc la couleur d'abord, les bougainvilliers rosas, les hibiscus, les fleurs violettes, les senteurs avec le romarin qui prend les odeurs franches qui prennent à la gorge. Vivre pour Camus, c'est vivre franchement de tout son corps, dans une expérience d'abord sensuelle qui consiste à faire entrer ce parfum dans le corps. Et éprouver le monde, c'est aussi l'éprouver, se laisser toucher par lui, le toucher dans presque un rapprochement amoureux. Et il y a dans l'épisode de Baignade, dans Nos, on voit que cette fusion avec les éléments est totale. Hein. Et quasiment dans toutes les œuvres de Camus, vous trouvez, et ce n'est pas un hasard, une description de baignade, hein, comme un lieu de dépouillement et un lieu de plénitude dans la rencontre du monde. Il écrit « Mer, campagne, silence, parfum de cette terre. Je m'emplissais d'une vie odorante et je mordais dans le fruit déjà doré du monde, bouleversée de sentir son jus sucré et fort couler le long de mes lèvres. » Donc cet amour du monde, il est concret. Il s'expérimente, hein, il se vit avec le corps. Le choix de la citation qui est mise en exergue du mythe de Sisyphe en dit beaucoup de ce rapport à la vie. Il s'agit d'une phrase de Pindare. « Ô mon âme, n'aspire pas à la vie éternelle, mais épuise le champ du possible. » Mais épuise le champ du possible. Tout à l'heure, on va voir un film qui s'intitule « Les vies d'Albert Camus » et je trouve que c'est un beau titre, « Les vies d'Albert Camus ». Hein. On voit bien que dans une vie, on verra dans une vie si courte, à peine 46 ans, on va voir comment Camus multiplie, tente d'épuiser le champ du possible et multiplie les types d'engagements. Mais des engagements qu'il va vivre à fond, journaliste, homme de théâtre, hein, c'est un genre qu'il a aimé avec passion, les amours, les amis, le sens de la fraternité, les prises de position. On voit bien comment il a été, selon ces termes, embarqué dans son temps, avec au cœur la littérature, la vie d'un artiste, la dénomination qu'il préférait d'ailleurs, la recherche constante d'édifier un langage, de trouver, comme il le disait, un équilibre entre ce qu'il est et ce qu'il dit. Alors, Camus, homme du présent, un grand vivant, sensuel, qui tente d'épuiser ce champ du possible, il nous reste maintenant à évoquer cet homme solidaire qui ne se résigne pas. Alors, premièrement, face à la découverte de l'absurde, vraiment Camus, comme d'autres d'ailleurs, aurait pu autoriser le mépris, le suicide, la nausée, le « à quoi bon », la résignation. Et au contraire, dans le court temps de sa vie qui est imparti à l'homme, Camus estime que ça vaut la peine. Ça vaut la peine de construire, ça vaut la peine d'aimer, ça vaut la peine de s'engager, même si l'homme connaît l'issue fatale. Et il dira dans le mythe de Sisyphe, « Je transforme en règle de vie ce qui était invitation à la mort. » Ensuite, je voudrais dire que cette non-résignation, elle s'origine dans un profond amour du monde et des êtres humains. Camus écrit « Sentir ses liens avec une terre, son amour pour quelques hommes, savoir qu'il est toujours un lieu où le cœur trouvera son accord. Voici déjà beaucoup de certitudes pour une seule vie d'homme. » On entend comment ce lien avec la terre, avec quelques êtres humains, ce que ça représente comme point d'appui pour lui, comme source. En fait, c'est très important, à mes yeux, la révolte chez Camus, cette non-résignation, elle n'est pas du tout fondée sur la haine, ni sur l'amertume. En tout cas, elle ne s'en nourrit pas. Elle s'origine plutôt dans cet amour de la vie.
Vous vous rappelez dans La Peste, livre qui a tellement été relu ces derniers temps à cause de la pandémie. Dans La Peste, vous vous souvenez, les deux amis, Tarou et Rieux, vont se baigner. Encore une baignade dans l'œuvre de Camus, vont se baigner pour faire amitié. Et cette scène, elle est très importante parce qu'elle se situe un peu dans un hors-temps, en ce sens qu'on comprend tout de suite que pendant ce moment de baignade, la vie continue ailleurs. Et quand je dis la vie, c'est la peste, ses ravages, le malheur qui s'abat sur la cité. Et en fait, la fin de la séquence, la fin de la baignade, insiste sur cette parenthèse d'amitié, parenthèse de bonheur qu'ont vécu Tarou et Rieux. Et désormais, dit-il, il va falloir recommencer. Mais ce moment qui a été arraché à la lutte n'est pas du tout considéré comme une trahison aux yeux des deux hommes de bonne volonté. En fait, cela devient presque un devoir de continuer à aimer la vie pour mieux la servir par ailleurs, pour mieux repartir au combat. Et Tarou résume cette pensée très camusienne, à savoir que le temps de ressourcement ne lèse en rien le temps consacré à la lutte, par cette phrase « Bien entendu, un homme doit se battre pour les victimes, mais s'il cesse de rien aimer par ailleurs, à quoi sert qu'il se batte ?» Alors, se battre contre le mal, chercher la justice, faire retentir, comme Camus l'écrira, le silence des humiliés, c'est pas tant parler à la place des humiliés, mais faire retentir le silence des humiliés, comme il le fait si bien, par exemple, dans Le Premier Homme, sa dernière œuvre. Eh bien, ce n'est pas une aventure solitaire pour Camus, c'est un mouvement solidaire. Je me révolte, donc nous sommes. Et dans la préface de L'Envers et l'Endroit, il précise cela. La pauvreté n'a jamais été un malheur pour moi. La lumière y répandait ses richesses. Même mes révoltes en ont été éclairées. Elles furent presque toujours, je crois pouvoir le dire, des révoltes pour tous et pour que la vie de tous soit élevée dans la lumière. Alors ne pas se résigner, à l'instar, je reviens à La Peste, d'un docteur Rieux. Ce docteur Rieux, clairvoyant, qui ne se berce pas d'illusions, qui reste réaliste. Il sait que la peste peut revenir. Vous vous souvenez qu'à la fin du roman, à la fin de l'épidémie, le docteur Rieux, il est un petit peu dans une situation de hauteur et il ne partage pas la joie démesurée des Oranais. Il est un petit peu à distance. Il reste lucide. En même temps, ce docteur Rieux, comme il est écrit dans La Peste, il a fait son métier d'homme. Ça, c'est une formule aussi que Camus aime à dire, qui est assez humble dans le fond. Mon métier d'homme, ne pas se résigner, faire mon métier d'homme. Et il a tenté, c'est aussi lui qui l'écrit, de diminuer arithmétiquement la douleur. Sa vocation de médecin, diminuer arithmétiquement la douleur. Ne pas se résigner, ça peut être aussi à l'image de cet autre personnage si émouvant de La Peste, qui s'appelle Grand. Il s'appelle Grand, et en fait c'est un modeste, un petit employé de bureau, qui recopie, vous vous souvenez, indéfiniment la première phrase de son futur roman. Donc on a l'impression dans La Peste, on se demande ce que fait ce petit homme à la veste trop grande pour lui, et qui, en plus, quand on entend la première phrase, on se dit tout ça pour ça. Il passe beaucoup de temps à essayer de voir s'il doit changer une conjonction de coordination. Ça fait un petit travail aussi tout modeste. Mais en fait, cet homme, ce Grand, il voudrait faire quelque chose de beau de cette phrase. Il voudrait qu'on dise chapeau bas, qu'on s'incline devant la beauté des phrases qu'il aura écrites. Et il est très émouvant dans la modestie de son entreprise. Et en fait, le narrateur qui raconte, qui est en fait le docteur Rieux, on l'apprend à la fin, eh bien le narrateur, il considère ce personnage avec beaucoup de tendresse. Et d'ailleurs, à un moment, il dit, mais c'est même le héros de La Peste. Parce que dans le fond, et c'est ce que Grand représente, faire de la beauté en temps de catastrophe, on en parlait ce matin, la dernière table ronde, faire de la beauté, tenter même de faire de la beauté en temps de catastrophe, ça demeure un geste profondément noble et profondément utile au monde. Et ça, c'est sûr que pour Camus,
ne pas se résigner, ça a été d'être et d'essayer de devenir un artiste. Créer, on pourrait dire, pour tenter de repousser ce rocher de Sisyphe. Et je pense à l'écriture de L'État de siège. L'État de siège, cette pièce de théâtre, vous savez, qui se passe en Espagne. Et un intellectuel de l'époque de Camus va s'étonner que, quand je dis s'étonner, il va y avoir une petite controverse entre eux. Gabriel Marcel s'étonne que l'action de l'état de siège se situe en Espagne, sous-entendant, Gabriel Marcel, que la tyrannie totalitaire est beaucoup plus présente dans les pays de l'Est. Mais Camus va lui répondre à travers un courrier, et on sait à quel point Camus s'est engagé contre l'Espagne franquiste, et il défend ce choix initial auprès de Gabriel Marcel en déclarant, je cite, qu'il faut témoigner, écrier, chaque fois qu'il est possible, dans la mesure de notre talent, pour ceux qui sont asservis comme nous. Et dans le même texte, il utilise cette formule que je vais vous lire maintenant et qui m'a toujours interpellée. Si j'avais eu plus de talent, la réparation eût été plus grande. Si j'avais eu plus de talent, la réparation eût été plus grande. Donc Camus fait vraiment un lien immédiat à la qualité de son œuvre littéraire. Il y a d'un côté ses engagements en tant qu'homme et il y a son engagement en tant qu'artiste. Et s'engager dans cette quête de la beauté, pour lui, c'est vraiment, je dirais, une forme de résistance à part entière. Créer de la beauté, édifier un langage. Si malgré tant d'efforts pour édifier un langage, c'est ce qu'écrit Camus en 1958, presque à la fin de sa vie. Donc, créer de la beauté, une forme de résistance à part entière. Et en même temps, on pourrait dire, peut-être que pour Camus, tout est facile, vivre, c'est ne pas se résigner. Je dirais qu'en dépit de sa détermination, ça n'empêche pas Camus de traverser des périodes de doute incroyables. Et il s'est toujours défendu des étiquettes de juste, des étiquettes de super-héros, des étiquettes de maître à penser qu'on voulait lui accoler. Il faut lire les carnets ou tous les extraits de sa correspondance pour découvrir en fait toutes les questions que va se poser Camus. Voire, il écrit comme ça, parfois les doutes absolus sur sa vocation, l'angoisse de la page blanche, l'accablement devant toutes les attaques en tout genre, on verra bien ça dans le film, mais qui, au final, ne l'empêche pas de continuer son chemin. Je pense, et on le dit, et c'est vrai souvent, que Camus est aussi un frère sur notre route, parce que, justement, il passe par ces étapes tellement humaines. Il ne faut pas croire que tout a été simple pour lui. Parce que sur ce chemin difficile, je pense, autre point d'appui, il y a les compagnons. Et je voudrais dire aussi que ne pas se résigner, c'est aussi vivre la fraternité, ça passe par la fraternité. Cela commence déjà par être fraternel. Vous savez qu'en France, ces derniers temps, 2 dernières semaines, on a appris la mort d'un acteur, d'un très vieil acteur qui s'appelle Michel Bouquet, un grand acteur français. Et en fait, cet homme, ce grand comédien, vous savez que c'était le dernier acteur qui avait d'abord non seulement connu Camus, mais créé certaines pièces de théâtre de Camus. Il a été Scipion dans Caligula en 1945, vous voyez, ça remonte. Il a joué Stéphane dans Les Justes en 1949 et il a aussi joué Pierre Verhovensky dans Les Possédés en 1959. Et alors, je suis allée voir les archives de l'INA, on peut trouver ça sur Internet, qui conserve justement une interview de ce grand comédien. Et il raconte en fait la première fois qu'il a rencontré Camus et qu'à la fin d'une répétition, il a voulu aller saluer Camus. Et voilà ce qu'écrit Michel Bouquet quand il vient le rencontrer. « J'ai vraiment, confie-t-il, eu l'impression pour la première fois de serrer la main à un homme. » Bon, je pense que ce n'était pas la première fois qu'il serrait la main de quelqu'un. Pour la première fois, de serrer la main à un homme. Et il continue. Camus était doué pour la fraternité. C'est ce que dit Michel Bouquet. Et je me dis, surtout que maintenant c'est redevenu possible, ne pas se résigner peut commencer par une poignée de main. Pas forcément des choses énormes. Et ça commence dès à présent. Et je voudrais conclure par un extrait de Camus qu'il est
je pense vraiment bon de réentendre en ces temps si compliqués. On en a bien parlé ce matin et Miguel en a admirablement parlé de ce qui se passe aujourd'hui, de cette guerre en Ukraine. Bon, il y a eu les problèmes pandémiques, mais c'est rien par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et qui pourrait vraiment nous inviter à un profond découragement. Et je voulais, pour conclure, vous lire un petit extrait d'un texte qui est paru en 1954 dans un recueil qui s'appelle « L'été ». D'ailleurs, souvent, quand on peut acheter dans la collection de poche « Noces », dont je parlais tout à l'heure, suivi de l'été. Et ce fragment s'appelle « Les amandiers ». Mais en fait, ce texte, il est paru en 1954, mais il a été écrit dans les années 40. En fait, quand Camus va écrire « Les amandiers », il est vraiment dans le contexte sombre de la Seconde Guerre mondiale, de l'occupation allemande. Et en fait, ce texte commence par l'image du fleurissement de l'amandier. C'est vraiment un très beau texte. Camus dit qu'il attend chaque mois de février et il est question des fleurs blanches de l'amandier qui sont très fragiles et en même temps qui un jour porteront du fruit en leur temps. Il est question en fait dans ce texte, Les amandiers, de la tâche de l'homme de résister, de ne céder en rien sur les valeurs humanistes, et il conclut par ces mots. Nous avons à recoudre ce qui est déchiré, à rendre la justice imaginable dans un monde si évidemment injuste, le bonheur significatif pour des peuples empoisonnés par le malheur du siècle. Naturellement, c'est une tâche surhumaine, mais on appelle surhumaines les tâches que les hommes mettent longtemps à accomplir. Voilà tout. Je vous remercie. Pues yo creo que ha sido una muy buena introducción para que ahora pues, podamos completar, ¿no? El personaje, Albert Camus, que bueno, yo creo que los que hemos podido ya ver este documental de verdad nos aporta mucha información y muchos matices que de alguna manera hemos ido viendo a lo largo de esos años y por tanto para nosotros la verdad es una alegría poder presentar este documental aquí en San Luis como estreno realmente aquí en Menorca. O sea que os dejo con la película y la idea es que tras la película, bueno, pues una gran sorpresa, ¿no? Que es realmente bueno, pues tener con nosotros a toda la familia que de alguna manera vais a ver retratada en este documental. Con lo cual nos vemos tras la película.